Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public que je vais, selon une tradition maintenant établie, commencer en vous donnant quelques nouvelles de notre petite entreprise. Après la création de notre podcast, Radio France a introduit une action en référé en vue de nous interdire l'appellation Le Nouvel Esprit Public et en général d'utiliser toute dénomination incluant les termes l'esprit public, ainsi que de nous condamner à lui verser les sommes que nous avions réunies sur le site de financement participatif Ulule. Fin septembre, la juge des référés a rejeté ces deux demandes. La Cour d'appel a confirmé cette décision mi-avril et nous en sommes heureux, bien que les coûts de cette procédure nous aient privés du tiers de nos ressources. Cette semaine, Radio France m'informe qu'elle ne souhaite pas explorer d'autres voies de recours et que le moment lui paraît venu de sonner la fin des hostilités. Je prends acte de cette décision et je me réjouis de pouvoir désormais consacrer toute mon énergie à notre podcast et à son développement hors de toute polémique. Je n'en ajoute pas moins que la petite incise incidente que j'ai faite sur ce que nous avait coûté ce procès va sans doute me conduire dès maintenant à vous inciter à vous abonner, à vous rabonner, à faire abonner et à abonder notre budget. Nous sommes, comme vous le savez, partenaires de l'hebdomadaire Le 1 et Le 1 publie cette semaine un dossier sur les armes dans lequel j'ai appris que la France est un des pays européens les plus armés. On lira dans ce dossier entre autres un extrait du Fil de l'épée qui rappelle à quel point le général de Gaulle savait que la plume était une arme, et le récit d'une visite aux armuriers français, rédigé par un psychanalyste anthropologue diplômé d'une école paramilitaire enseignant la technique de sniper, quelque part dans le désert d'Arizona. J'ai nommé Patrick Declercq. Enfin, je voudrais ajouter que le journaliste Ahmet Sik de Cumhuriyet, journal turc, quotidien turc, comme vous savez, a été condamné à 7 ans et 6 mois de prison et que son crime est d'avoir dévoilé les liens entre la Turquie d'Erdogan et Daesh. Et puis avant de commencer, nous allons, selon une tradition qui est moins ancienne que l'autre, mais qui commence à s'établir, remercier ceux de nos auditeurs qui ont contribué au financement, montrant par là un exemple admirable qui sera suivi par le plus grand nombre. Je remercie donc Noé Debré, Damien Robache, Fleur Giocanti, Marguerite Costa et Dominique Fillard et Lucille. Moi, je remercie Gisèle Rousseau, Serge Lévy, dont le nom est en majuscule, Luc Beugly, Martine Gilibert et Joanne Lemay. Nicolas. Je remercie au nom de la communauté du Nouvel Esprit Public Raymond Burgat et le Vattebar, pseudonyme, Cyril Sautron, Pierre Perrard et Jean-François Sigvalt. François. Moi, je remercie Philippe Coruble, Jean-Claude Establier, Édouard Sénéchal, Christine Louis, et une dame dont je ne sais pas si je dois dire qu'elle s'appelle Sabine Simon-Lewis ou Simon Lewis. Nous le saurons bientôt car elle ne va pas manquer de nous le dire. Comme vous l'avez entendu, nous sommes aujourd'hui rassemblés dans ce studio. Quand je dis nous, je veux dire Nicolas Bavrez, avocat et essayiste, Lucille Schmitt du comité de rédaction de la revue Esprit et François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France. Et nous allons essayer d'éclairer l'actualité ou certains éléments de cette actualité des semaines écoulées. Nous commencerons par nous intéresser au voyage du président de la République aux États-Unis. Réservée à Emmanuel Macron, la première visite d'État accueillie sous la présidence Trump aura notamment été marquée par de spectaculaires démonstrations d'amitié et par de nombreux désaccords. Si Emmanuel Macron a eu droit à tous les honneurs, sur le plan diplomatique, les divergences de point de vue entre les deux chefs d'État restent nombreuses. Le Français espérait des exemptions aux tarifs sur l'acier et l'aluminium européen et répétait, je cite, que les différends commerciaux doivent se régler par le biais de l'OMC, fin de citation. Mais l'Américain s'est montré inflexible, déplorant que l'Union soit si dure avec des barrières douanières inacceptables. À propos de la Syrie, Emmanuel Macron pourrait avoir eu plus de succès auprès de Donald Trump,
Ce dernier, qui manifestait il y a quelques semaines encore sa volonté de retirer ses troupes, a reconnu qu'un départ précipité laisserait le champ libre à l'Iran et aux groupes terroristes. Lors de son allocution devant le Congrès, le président français a multiplié les piques en direction de Donald Trump en faisant l'éloge du multilatéralisme, des organisations internationales et de l'accord de Paris, et en critiquant certaines formes de nationalisme et d'isolationnisme. Enfin, sur le dossier du nucléaire iranien, Emmanuel Macron, qui se veut un médiateur impartial, s'est montré plutôt pessimiste, déclarant « Je n'entends pas une volonté farouche de maintenir ou de défendre cet accord ». Désormais, la solution la plus envisageable serait d'incorporer l'accord de 2015 conclu entre les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Allemagne et l'Iran, à un nouvel accord, un accord plus vaste qui reposerait sur 3 nouveaux piliers: étendre l'interdiction du programme nucléaire iranien à plus long terme, empêcher la construction de missiles balistiques iraniens et circonscrire l'influence régionale grandissante de l'Iran. Dans la foulée de ces déclarations, Téhéran et Moscou ont rejeté en bloc cette idée. Donald Trump dira le 12 mai s'il reste ou non dans l'accord sur le nucléaire. Sur cette question, François Bujon de l'Étang, dont je rappelle que vous avez été ambassadeur de France à Washington pendant 7 ans, si je ne me trompe pas. Et un peu plus même, mais oui. Et justement, j'ai regardé avec un œil d'ancien Washingtonien cette visite d'État pour en avoir vécu d'autres dans le passé. Elle était particulièrement réussie en un sens, mais nous allons y revenir. Je voudrais surtout commencer par dire qu'il y a un paradoxe évident dans la relation franco-américaine et qui est un peu permanent, si vous voulez, c'est la toile de fond chronique, c'est que la relation entre les deux pays, en apparence, n'a jamais été meilleure qu'elle l'est pour l'instant. Mais en même temps, nous sommes à peu près d'accord sur rien, ce qui est quand même intéressant dans une relation bilatérale. C'est très intéressant. Il y a une idylle apparente entre Trump et Macron. Elle avait commencé avec cette poignée de main virile il y a plus d'1 an. Elle s'était poursuivie avec le défilé des Champs-Élysées le 14 juillet de l'année dernière. Elle se poursuit à travers les récents épisodes de la visite à Washington. Nous avons agi ensemble dans un grand nombre de cas. Nous sommes ensemble au Sahel, au Mali, contre Daesh. Nous avons frappé ensemble la Syrie d'Assad après qu'elle eut franchi la ligne rouge de l'utilisation des armes chimiques. Donc il y a toutes les apparences d'une concorde parfaite. Mais en réalité, quand on va au fond des choses et qu'on regarde l'ordre du jour, au fond des discussions politiques de cette visite, malgré les sujets dont je viens de parler et sur lesquels nous sommes en accord, on voit que nous sommes en désaccord sur un grand nombre de sujets. Nous sommes en désaccord sur le nucléaire franco-iranien puisque, comme l'a très bien dit Monsieur Macron dans son interview à Fox News, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas d'alternative à cet accord. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, les militaires américains sont les premiers à le dire, et cependant, Monsieur Trump n'arrête pas de dire, et l'a redit à cette occasion, que cet accord est horrible, qu'il est épouvantable et qu'il faut s'en défaire. Donc il y a un vrai désaccord de fond là-dessus. Il y a un désaccord sur l'attitude à suivre sur la Syrie, puisque M. Macron plaide depuis quelque temps auprès de Trump pour que celui-ci ne mette pas en application la décision qu'il a annoncée de retirer les troupes américaines avant la fin du mois de décembre. Mais apparemment, et malgré une certaine ambiguïté, M. Trump ne bouge pas. Il y a les désaccords, bien entendu, sur les risques de guerre commerciale, sur la menace d'imposer des tarifs douaniers sur l'acier, l'aluminium européen, passé le 1er mai, qui est la date limite fixée pour l'instant par M. Trump. Il y a des accords sur les sujets climatiques, puisque M. Trump a annoncé son intention de ne pas appliquer l'accord de Paris, que nous considérons comme la pierre angulaire de la lutte contre les déséquilibres climatiques. Et puis, sur les sujets que j'appellerais les sujets de principe ou les sujets philosophiques, il y a des approches tellement différentes que nous incarnons, Français et Américains, 2 approches complètement antagonistes des relations internationales. D'un côté, America First, c'est-à-dire une répudiation du multilatéralisme et une proclamation de nationalisme et d'isolationnisme. D'un autre côté, une volonté de protectionnisme, celle exprimée par M. Trump, contre une volonté, au contraire, de poursuivre les bienfaits du libre-échange, qui est l'idée européenne en général et française en particulier. Et puis cette hostilité des Américains à l'Europe, qui se manifeste à chaque occasion et que M. Trump a exprimée
exprimé de façon très 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 spectaculaire, en applaudissant au Brexit, en tenant des propos anti-allemands et en considérant d'une façon générale l'Europe comme un adversaire commercial et pas du tout comme un partenaire politique potentiel. Donc des désaccords sur les sujets chauds et des désaccords sur des sujets que j'appellerais fondamentaux, d'attitude. Alors, ceci a bien été illustré par la visite d'État de M. Macron à Washington, en réalité. Si l'on époussette non pas les pellicules sur la veste du voisin, mais sur le glitz et le glamour. Est-ce que je peux vous interrompre une seconde sur ce point, parce que je le crois absolument fondamental. Oui, il est important. Le côté du vieux gorille alpha qui épouille le jeune gorille est intéressant, mais il y a une chose pour laquelle j'aimerais que tous ceux qui ont vu ou qui vont revoir ces images veuillent bien être attentifs et, s'ils voient quelque chose, nous renseigner. Est-ce que vraiment il y avait une pellicule, ou est-ce que c'est une invention de Trump pour montrer précisément sa domination et mettre sa grosse patte sur... Je m'excuse de soulever des questions politiques et théoriques fondamentales, mais je suis extrêmement perplexe devant cet épisode. Pardon, c'est de ma faute, puisque j'introduisais cette allusion, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il fallait épousseter tout le glitz et le glamour de la visite et du protocole qui l'a entouré, oublier les fastes de Mount Vernon et du dîner d'État à la Maison Blanche, les robes de Brigitte et le chapeau de Melania, oublier les embrassades et les quasi-câlins légèrement excessifs et presque gênants même, des scènes très surjouées par les deux présidents. Si on époussette tout ça, que reste-t-il ? Il reste, à mon avis, un sans faute du président de la République française qui a fait une bonne visite d'État, qui s'est exprimé à diverses reprises, à la fois sur les médias, devant des étudiants, devant le Congrès, sur Fox News, à George Washington University et devant le Congrès et dans la conférence de presse, et qui, à l'occasion de ces différentes prises de parole, a délivré très clairement tous les messages fondamentaux qu'il souhaitait délivrer. Il a fait un plaidoyer pour le libéralisme, la démocratie, en faveur du multilatéralisme et d'un multilatéralisme renouvelé auquel les États-Unis, qui en sont l'inventeur au fond, avaient beaucoup à apporter. Et il a fait un plaidoyer pour la lutte contre le réchauffement climatique, un plaidoyer contre les guerres commerciales, un plaidoyer chaleureux contre l'abandon de l'accord nucléaire avec l'Iran. Il a fait tout ce qu'il fallait faire, il a coché, comme on dit dans le langage moderne, toutes les cases. Et il l'a fait de façon habile, de façon articulée, très forte sur le fond, je trouve, notamment dans le discours sur le Congrès que j'ai regardé intégralement en direct. C'était d'ailleurs très intéressant de voir à quel point, vous savez que c'est la tradition au Congrès que on se lève pour applaudir les passages que l'on a eu. Il a été 37 fois interrompu par des applaudissements, mais la comptabilité ne dit pas le nombre de fois où ce sont les démocrates qui se sont levés pour applaudir, alors que les républicains restaient assis avec le visage renfrogné. Parce que, en réalité, dans ce discours devant le Congrès, qui était habile, il a, avec beaucoup de force sur le fond, répudié à peu près toute la doxa trumpienne, n'est-ce pas, et déconstruit le discours de M. Trump, ce dont celui-ci ne semble d'ailleurs pas lui avoir voulu, puisque ensuite, dans ses commentaires et dans son vocabulaire d'une quarantaine de mots, il a redit de nouveau que c'était un wonderful guy. Alors, une fois qu'on a dit ça, et qu'on a dit que le président de la République, en outre, a très bien renouvelé l'image de la France, on sent très bien que le regard des États-Unis sur la France aujourd'hui n'est pas du tout le même que celui qu'il était il y a un an, il faut bien reconnaître qu'il n'a abouti à aucun des objectifs qu'il s'était fixés. Ce n'est pas de sa faute. C'est évidemment Trump qui est difficile. Il n'a rien obtenu sur l'Iran, où il a dû, pour essayer de préserver un dialogue, essayer de tenter une sortie par le haut en disant qu'il fallait conserver l'accord nucléaire, mais qu'il fallait le compléter par d'autres volets, dont évidemment un volet balistique, mais aussi un volet portant sur l'équilibre des forces au Moyen-Orient, ce qui entraîne tout un problème syrien insoluble, comme chacun sait. Il n'a pas réussi à obtenir d'assurance sur le maintien des troupes américaines en Syrie, encore que des déclarations du secrétaire à la Défense, le général Mattis, laissent un espoir dans ce domaine. Il n'a rien obtenu sur le climat et il n'a pratiquement pas parlé des problèmes de l'acier et de l'aluminium. Donc le bilan concret est faible, mais le bilan immatériel me paraît positif.
Lucille Schmitt. Oui, par rapport à ce que vient de dire François, moi je crois que ce qui nous a frappé pendant cette visite d'État, première visite d'État de la présidence Trump, c'est on est frappé par le caractère extrêmement théâtral d'une visite d'État. Pourquoi ? Parce qu'on a en face de nous deux grands acteurs. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron avait anticipé là-dessus lorsqu'il a donné son entretien à Fox News. Il a dit Donald Trump et moi, nous sommes des mavericks. Des mavericks, c'est-à-dire au fond des personnes qui ne sont pas dans le système, des inclassables, le bétail des personnes qui n'a pas été marqué, c'est ça l'origine. C'est assez intéressant parce qu'il s'est mis du côté de ceux qui quelque part entrent en infraction, par infraction dans le système, et au fond de ce côté-là, il était du côté de Trump. Après, sur la théâtralisation, on voit que Trump continue son rôle d'histrion avec une grande continuité, et qu'en revanche, Emmanuel Macron joue celui du rôle du général Macron, général pour le monde, rôle du jeune premier, et en ce sens, la répartition des rôles a parfaitement fonctionné. Ensuite, le sujet, après une visite d'État, c'est d'atterrir, si je puis dire, et comment est-ce qu'on passe de la virtualité du discours, de grands discours, comme vient de le dire François, à la réalité de ce que ça donnera dans les relations internationales. Les choses sont parfaitement ouvertes, et je crois que là-dessus, il faut insister sur la question iranienne. Pourquoi ? Parce que, comme ça a été dit par le président iranien, c'est un accord qui a été conclu à 7, et là, il y avait 2 personnes qui discutaient et qui ont dit il faut renégocier l'accord. Et donc, immédiatement, les Iraniens, mais aussi les Russes, les Chinois, ont dit de toute façon, il n'y aura pas de renégociation de l'accord. Et aussi Federica Mogherini qui a dit, du côté de l'Union européenne, puisque c'est l'Union européenne qui négocie, il n'en est pas question, c'est le seul accord qui fonctionne. Et je voudrais insister là-dessus, parce qu'on peut remarquer la prestation théâtrale d'Emmanuel Macron, mais dire aussi que lorsqu'il dit il faut élargir l'accord et au fond en faire un pilier d'un accord plus large, notamment sur la suite, les perspectives en fait de paix dans la région, c'est exactement l'inverse qui avait été fait avec l'Iran pour pouvoir faire un accord. Et donc, d'une certaine manière, la logique imparable du discours d'Emmanuel Macron est à contretemps de la réalité de ce qui existe dans la région lorsqu'il s'agit de négocier. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut remarquer. On peut dire il faudrait faire ça et s'apercevoir ensuite que le mur du réel est plus fort. La deuxième chose que je voulais dire, et là-dessus je regrette qu'Emmanuel Macron n'en ait pas parlé, c'est que les sanctions américaines aujourd'hui en ce qui concerne la question des droits de l'homme, la question du terrorisme par rapport à l'Iran continuent à exister et de fait empêchent que l'Iran bénéficie aujourd'hui des conséquences économiques d'un accord. Il n'y a guère d'investissement étranger en Iran, en tout cas il y en a 10 fois, 15 fois moins que ce n'était prévu après l'accord de 2015. Et donc on est dans une situation où Emmanuel Macron, je trouve, en ayant été dire on pourrait au fond faire un accord plus large, a pu donner le sentiment qu'il esquivait la responsabilité américaine, qui aujourd'hui prive de son contenu concret un accord sur lequel l'Iran a fait tout son devoir. Et je comprends l'irritation à la fois de Federica Mogherini, du président iranien. Donc est-ce qu'Emmanuel Macron a vraiment, comment dirais-je, contrôlé Trump ? Est-ce que face au caractère imprévisible de l'histrion Trump, c'était une bonne chose de s'avancer autant sur l'Iran ? C'est une question qui, me semble-t-il, est posée. Nicolas Bavrez. La visite d'État sert avant tout à des objectifs de communication. Donc de ce point de vue-là, l'objectif a été pleinement rempli. Et comme il a été dit, le parcours d'Emmanuel Macron est quand même très impressionnant parce que on s'est évidemment beaucoup attaché à la relation avec Donald Trump, mais les événements au Congrès, à New York University, ont été très forts, et y compris la présence médiatique très bien choisie, puisque Fox News, c'est le média trumpien par excellence. Donc, tout ce qui était la mise en scène de l'amitié entre les États-Unis et la France qui reste le plus vieil allié des États-Unis, avec ses relations par ailleurs très ambiguës et paradoxales, ça a été de fait très réussi. Alors, derrière, le problème, c'est effectivement l'absence de résultats. Donc, il y avait 3 dossiers. L'accord de Paris sur le climat, là-dessus, Trump n'a pas bougé et à vrai dire, on en a assez peu discuté. Les sanctions commerciales sur l'acier, avec sans doute la fin de l'exemption dont bénéficiait l'Europe le 1er mai, le dossier finalement a été transmis à Mme Merkel qui arrive et qui va avoir une visite difficile parce qu'elle va effectivement paraître très pâle et très terne. Juste un mot pour préciser que nous enregistrons cette émission, Mme Merkel est en train d'avoir cette visite difficile. Et alors,
évidemment, le dossier très important, c'était l'Iran. Et sur l'Iran, il faut bien reconnaître que le bilan est non seulement pas positif, mais qu'à mon avis, il est plutôt négatif. Pourquoi ? D'abord parce que le président s'est contredit, le président français. Sur Fox News, il a expliqué qu'il n'y avait pas de plan B. Et ensuite, on a parlé d'un accord élargi. Et comme il a été dit, cet accord élargi, c'est vraiment juste une invention de communication. Pourquoi ? Parce que juridiquement, il y a 7 parties, et ce n'est pas 2 parties qui peuvent décider de le modifier. Et ensuite, parce que on ne voit vraiment pas la raison pour laquelle les Iraniens s'engageraient dans une forme de renégociation. Aujourd'hui, l'accord couvre les problèmes nucléaires. Donc on sait qu'avec l'Iran, il y a 2 autres problèmes qui sont la prolifération balistique et puis la poussée iranienne et la constitution d'un empire chiite qui va aujourd'hui du Liban jusqu'à l'Afghanistan en passant par l'Irak, la Syrie, Bahreïn et le Yémen. Mais les Iraniens n'ont aucune raison d'accepter de discuter du balistique et de leur expansion territoriale, alors même qu'ils estiment qu'eux ont rempli leurs obligations en freinant leur programme nucléaire et que, de fait, ils n'ont pas eu les contreparties en termes de levée des sanctions économiques, notamment parce qu'il n'y a aucune banque, aucune institution financière qui veut prendre le risque de travailler avec l'Iran, avec derrière la possibilité d'être rattrapé par des sanctions des États-Unis. Et du côté américain, il y a quand même aussi une énorme contradiction, puisque Donald Trump se propose de négocier avec la Corée du Nord exactement le même type d'accord dont il explique qu'il est épouvantable, le même type d'accord que celui qui a été signé avec l'Iran et qui a pour objectif en fait de freiner l'accession d'un pays à la capacité nucléaire. Donc voilà le tableau et c'est vrai que on va revoir cette visite, elle va être réinterprétée et revue à l'aune de ce qui va se passer sur les problèmes de l'acier, sur les problèmes du climat et sur les problèmes de l'Iran. Et là, on risque de s'apercevoir que c'est quand même un très gros risque que la France s'engage aux côtés des États-Unis, parce qu'en réalité, elle l'a toujours fait, y compris et surtout avec le général de Gaulle. Dès qu'il y a eu des crises de la guerre froide, la France a toujours été le principal allié des États-Unis et plutôt beaucoup plus efficace que l'Allemagne. Mais là, on s'est engagé auprès de Donald Trump, avec par ailleurs tout ce qu'il charrie comme problème juridique, financier, politique. La deuxième chose, c'est que l'Europe a été complètement absente de cette visite. Et de ce point de vue-là, on retombe sur une discussion que nous avons déjà eue, c'est-à-dire que la politique étrangère d'Emmanuel Macron souffre des mêmes difficultés que sa politique intérieure, c'est-à-dire qu'elle est marquée par une totale solitude. Toute la politique étrangère de notre pays se résume à un homme et avec une stratégie qui n'est pas toujours extrêmement définie et avec aujourd'hui une absence de résultats puisque oui, il y a eu des relations qui ont été nouées avec Xi Jinping, avec Vladimir Poutine, avec Donald Trump, mais aujourd'hui, on n'a pas de résultats. Et c'est la même question qui se pose sur la politique européenne où on a eu beaucoup de discours sur la zone euro, sur la défense, sur la souveraineté, sur la démocratie, mais pour l'instant, on n'a pas de résultat. François Bujon de l'État. Oui, je vais revenir un peu sur ces 2 sujets, l'Iran et l'Europe, si vous le permettez, Nicolas. Avant, je fais une remarque plus générique, c'est sur la méthode qui est celle d'Emmanuel Macron. Au fond, il est interpellé, comme tout le monde, par le phénomène Trump et par la façon de s'attaquer à cette espèce d'Himalaya qu'est M. Trump. Comment franchir un obstacle pareil ? Et il a choisi une méthode, alors on peut la trouver bonne ou mauvaise, mais c'est un choix clair qu'il a fait, qui était d'essayer de l'amadouer plutôt que de rechercher la confrontation. La confrontation avec lui, elle aurait été parfaitement possible et parfaitement facile. Il suffit de dire « je suis complètement en désaccord avec vous sur l'affaire du nucléaire iranien, je suis totalement en désaccord sur les questions commerciales, je suis totalement en désaccord, etc. etc. » Il a pensé que
il fallait chercher plutôt à l'amadouer, sinon à le convaincre, puisque je ne pense pas que la capacité de M. Trump à entendre les objections de ses interlocuteurs soit finalement très grande. Mais c'est cela qui explique ce qui se passe un peu sur l'Iran, pour commencer par l'Iran. Sur l'Iran, il dit il n'y a pas de plan B à l'accord sur le nucléaire. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Nicolas, quand vous dites qu'il se contredit. C'est qu'il présente à des interlocuteurs différents les facettes différentes d'un même problème. Il dit il n'y a pas de plan B à l'accord sur le nucléaire. En quoi il a raison, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est l'avis des Russes aussi bien, ou des Britanniques. Cet accord est bon, on peut discuter de son horizon, on peut chercher à dire en effet que 2025 c'est trop près, qu'il faudrait le prolonger de 10 ans. On pourrait, mais on n'y a pas réussi quand on l'a négocié il y a 2 ans, et il est parfaitement appliqué tel qu'il est conçu. Donc voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas de plan B. Mais il est exact qu'il y a d'autres problèmes qui se posent avec l'Iran et qui ne sont pas couverts par cet accord. Notamment l'affaire de la prolifération balistique. C'est un sujet qui inquiète énormément de monde, et il est assez judicieux, je pense, de dire qu'on peut chercher à compléter cet accord. Alors là où il est peut-être entraîné par son élan, c'est quand il dit qu'il faut également un troisième accord sur la place de l'Iran dans le Moyen-Orient, ce qui entraîne tout le règlement syrien finalement. Or tout le monde est d'accord pour constater que ce n'est pas possible, les ingrédients ne sont pas là, et qu'ici on se lance dans une négociation de ce type, pour laquelle il faudrait d'ailleurs que les autres partenaires soient d'accord pour l'entamer, on en a pour des années. Donc c'est une espèce, on appelle ça une sortie par le haut, parce que c'est la façon dont on s'exprime de nos jours, mais c'est une façon d'essayer de noyer une difficulté en prenant un angle d'approche plus grand. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Sur l'Europe, puisqu'après tout, notre ami Jean-Louis Bourlange n'est pas là, il faut que nous jouions, Nicolas et moi, les vigies européennes. Vous avez raison, l'Europe n'a pas été mentionnée pendant la visite. Je crois même que ce mot n'a pas été prononcé, je ne l'ai entendu dans aucune bouche, pratiquement. C'est extraordinaire. Alors certains le reprochent en effet à Emmanuel Macron, lui l'Européen, par essence, l'homme du discours de la Sorbonne. Comment se fait-il qu'il ait préféré poser la France en interlocuteur privilégié des États-Unis plutôt que de mettre l'Europe en avant alors qu'il s'en fait le champion, car c'est comme ça qu'on peut résumer cela. Bon, c'est effectivement quelque chose qui interpelle, comme on dit. Alors si on regarde l'autre côté, le côté américain, les Américains n'aiment pas parler de l'Europe. Depuis M. Kissinger et sa fameuse phrase qui m'a toujours exaspéré sur le fait que l'Europe n'avait pas de numéro de téléphone, il faut reconnaître que depuis 30 ans, toutes les administrations américaines, républicains et démocrates confondus, ont magnifiquement ignoré l'Europe et ont toujours préféré parler à Londres, à Berlin, à Paris, beaucoup plus que de parler à Bruxelles ou à cette entité abstraite qui s'appelle l'Europe, finalement. C'est la tactique du salami, cher à Rákosi, jadis, à l'époque du bloc soviétique. On préfère parler aux tranches séparément plutôt qu'aux saucissons tout entiers. Et c'est tout à fait extraordinaire. Alors, dans ce domaine, il faut un porte-parole à l'Europe. Et il y en a eu successivement un certain nombre. C'est tout à fait étonnant de constater ça. Si vous faites un petit flashback sur les 20 dernières années, vous vous apercevez que l'administration Bush ne voulait parler, par exemple, Bush fils, j'entends, ne voulait parler qu'à Tony Blair. C'était lui, le porte-parole de l'Europe. Aznar était admis, mais Obama ne parlait qu'à Madame Merkel. Trump, lui, ne parle qu'à Monsieur Macron. Et le fait que ce soit lui qui passe pour l'Européen, mais en même temps pour le partenaire privilégié des États-Unis, est quelque chose qui ne peut qu'agacer les autres Européens. Si vous voulez juger de l'agacement, par exemple, des Britanniques à l'idée que c'est nous qui avons aujourd'hui la relation spéciale, lisez la presse britannique, elle est d'un grinçant qui dépasse tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Lucille Schmitt. Oui, moi je voulais dire juste quelques mots pour appuyer certains points. D'abord, je pense que la capacité d'Emmanuel Macron à jouer collectif, elle est aujourd'hui posée en interne comme en externe. Et au fond, que cette visite d'État à Washington, elle a montré assez cruellement combien il n'était pas facile d'être un jeune leader qui remet la France sur la scène internationale et d'être en même temps un leader européen. Là-dessus, je rejoins Nicolas et François. Mais je pense que décréter, par exemple, que forcément la visite d'Angela Merkel va être un échec et va paraître très pâle par rapport au caractère extrêmement théâtral et réussi sur le plan diplomatique de la visite d'Emmanuel Macron, c'est un pari que je ne prendrai pas, parce qu'il est fort possible que, par
par exemple Angela Merkel, distille quelques petites vérités qui montreront qu'elle joue collectif au niveau européen, ce qui n'a pas été le cas d'Emmanuel Macron, puisqu'on voit bien que par rapport à la question iranienne, il ne s'était pas concerté avec la chef de la diplomatie européenne. À l'heure où cette émission sera diffusée, nous le saurons. Nous le saurons. Mais je pense que c'est quelque chose, il ne faut pas qu'on cède non plus. On est tous assez contents que la France revienne sur la scène internationale. En même temps, le risque du cocorico, il faut faire un cocorico européen, et moi je ne l'ai pas senti pendant la visite d'Emmanuel Macron. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il n'a pas pu échapper complètement à ce qui se passe sur la scène intérieure française, puisque devant les étudiants, il lui a été posé à plusieurs reprises, en anglais certes, mais la question des strikes. C'est-à-dire comment est-ce que vous allez faire par rapport au fond à tous ces mouvements sociaux, à ce moment d'anniversaire de mai 68. Et il a répondu, je tiendrai, d'une manière d'ailleurs assez thatchérienne. Il a dit, je tiendrai, mais on verra comment les choses se passent. Et je crois qu'il faut voir que Emmanuel Macron est aujourd'hui encore en période de grâce au niveau international, mais ça dépend aussi de ce qui va se passer sur la scène intérieure. Et sa force réelle, là où encore la question de l'atterrissage se pose, sa force réelle viendra aussi de sa capacité à maîtriser ce qui se passe sur le plan intérieur. Enfin, juste pour terminer sur la presse britannique, et notamment sur les différents articles du Guardian, parce que quand on a une visite d'État comme ça à Washington, ce qui est intéressant, c'est aussi effectivement de regarder la presse anglo-saxonne. On voit qu'il y a du scepticisme avec l'idée de est-ce que c'était la bonne manière de faire vis-à-vis de Trump, d'aller vers une sorte de cocooning psychologique en disant, au fond, je reviens sur ce que j'avais dit, nous sommes tous les deux des mavericks, ou est-ce qu'il fallait être plus clair sur le fait qu'il y avait des désaccords importants, y compris devant Trump, parce que peut-être que les choses se sont passées clairement, mais à chaque fois, on avait l'impression qu'il y avait différents théâtres, on s'entendait très bien lorsqu'on était ensemble, et il n'y avait pas d'affrontement avec Trump lorsqu'ils étaient tous les deux en face à face. Donc différentes questions sont posées, et je crois qu'il faut juger la visite d'Emmanuel Macron dans les semaines qui viennent, à la fois sur le front intérieur et sur les questions au niveau européen. A-t-il renforcé sa présence européenne ou l'a-t-il limité en prenant une position très franco-française ? Peut-être pour comprendre ses propres intentions et sa façon de voir les choses, il faut juste rappeler qu'il a souligné que lui s'inscrivait dans le temps long. Et que cette visite, du coup, pourrait bien être dans son esprit quelque chose comme la première étape ou la première graine de quelque chose, dans la tête de quelqu'un dont on peut penser qu'aujourd'hui, il a la conviction qu'il fera 2 mandats, donc il lui reste encore 9 ans, et qu'il se faisait épouiller par quelqu'un à qui, dans le meilleur ou dans le pire des cas, on verra, mais il n'en reste plus que 6, ce qui, dans la relation avec les États-Unis, pouvait avoir un sens. Si vous le voulez bien, nous allons maintenant passer à un autre sujet, en l'occurrence à la loi Asile et Immigration. L'Assemblée nationale a adopté cette loi Asile-Immigration le 22 avril, dimanche dernier, par 228 voix contre 139 et 24 abstentions. Votée en première lecture après une 60aine d'heures de débat réparties sur 7 jours, cette loi, défendue par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, visait à réduire les délais de traitement des demandes d'asile à 6 mois, contre 11 aujourd'hui, et à faciliter le système de reconduite à la frontière pour les personnes déboutées. En séance, le texte final a été quelque peu modifié en accordant aux demandeurs d'asile la possibilité de travailler dès 6 mois après le dépôt de leur demande et en prévoyant l'élargissement des exceptions aux poursuites pénales pour les délits dits de solidarité. Si le ministre a salué l'adoption d'un texte juste invoquant l'urgence à réagir pour limiter une immigration massive tout en garantissant le droit d'asile, les débats autour de ce texte auront été houleux. Malgré la menace d'exclusion du groupe parlementaire, 14 députés macronistes se sont abstenus et pour la première fois depuis l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, un député de son parti, La République En Marche, a voté contre. Les députés Les Républicains ont défendu le droit de la France à choisir qui elle accueille sur son territoire et ils ont critiqué vertement un système d'asile qu'ils jugent détourné de son objet principal. Les députés de la France insoumise, communistes et socialistes ont combattu un texte déshumanisant
qui allonge la durée maximale de séjour en centre de rétention et l'ouvre aux mineurs, qui facilite le recours à la vidéo-audience et qui réduit drastiquement le délai d'appel après le rejet d'une demande d'asile. Rappelons que le 15 février dernier, le Conseil d'État avait notamment déploré que le gouvernement s'empare, je cite, d'un sujet aussi complexe à d'aussi brefs intervalles, risquant ainsi de, je recite, diminuer sensiblement la lisibilité du dispositif. Enfin, les principaux organismes publics chargés du droit d'asile, que sont la Cour nationale du droit d'asile et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ont tous deux entamé un mouvement de grève pour protester contre une loi que les syndicats jugent dangereuse. Sur cette question, Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Rappelons d'abord quel est le titre exact de cette loi. Pour une immigration maîtrisée et un droit à l'asile effectif. On voit bien que dans la qualification qui est donnée par le gouvernement, maîtrisé et effectif, il y a l'affichage de l'idée d'avoir un texte à la fois équilibré et réaliste. Et au fond, c'est là-dessus qu'il faut discuter. Est-ce que ce texte va apporter, par rapport aux très nombreuses lois qui ont été prises sur les questions migratoires et sur la question spécifique de l'asile, est-ce qu'il va apporter plus d'équilibre et plus de réalisme et d'efficacité par rapport à un engorgement du système en ce qui concerne la demande d'asile qui était extrêmement importante, une difficulté en ce qui concerne les déboutés, ceux qui n'ont pas obtenu le droit d'asile et qu'on n'arrive pas à reconduire à la frontière puisqu'il n'y a que 18% de reconduite effective. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce texte ? Alors, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a cristallisé des oppositions de tout genre au sein à la fois des partis politiques, de la société, de tout ce qu'on pourrait appeler les contre-pouvoirs par rapport au gouvernement et à la présidence d'Emmanuel Macron. Pour commencer, je crois que c'est très important de rappeler quel a été l'avis du Conseil d'État par rapport à ce projet de loi, avis qui a opportunément fuité dans la presse et qui dit tout simplement sur le plan juridique, il n'y avait pas besoin d'une nouvelle loi. Pourquoi ? Parce que les deux dernières lois qui ont été prises concernant l'asile et la migration datent de 2015 et de 2016, donc des lois qui ont été prises du temps du quinquennat de François Hollande et que le Conseil d'État rappelle que ces lois ne sont pas encore complètement appliquées. C'est-à-dire qu'en fait, tous les textes qui permettent leur application, y compris les circulaires au niveau des préfectures, n'ont pas été prises. Donc pourquoi prendre une nouvelle loi alors même que le train de loi qui venait d'être prise dans le quinquennat précédent et qui déjà, je le rappelle, avait été critiqué, parce qu'on disait est-ce qu'on a vraiment besoin de nouveaux textes, était nécessaire. À cela, le gouvernement répond qu'il y avait une nécessité par rapport à l'opinion publique. La porte-parole de La République En Marche, l'une des porte-paroles au Parlement, Aurore Berger, rappelle que le président Macron a été élu contre le Front National et qu'il y avait donc une nécessité de prendre cette loi qui concerne un des sujets principaux de la campagne. Je trouve que c'est un étrange paradoxe, c'est-à-dire c'est comme dire au fond la présence du Front National continue à peser sur la vie politique française alors même qu'on voit bien que le Front National est plutôt en déroute. Pourquoi cette parole ? Enfin, deuxième point de réaction par rapport au texte du gouvernement, évidemment la question des associations qui sont très nombreuses, des ONG, et qui, là-dessus, c'est très intéressant, ne réagissent pas seulement sur la question des valeurs, évidemment, ils réagissent fortement en parlant de l'hospitalité, mais ils réagissent aussi en termes de réalisme. Ils disent qu'en fait, en modifiant, comme vous l'avez rappelé, la question des délais, c'est-à-dire en allongeant la durée de rétention et en diminuant le délai de recours par rapport à la CNDA, qui est la Cour nationale de droit d'asile, au fond, on ne tient pas compte de la réalité des situations humaines et on prend le risque à la fois de créer un déni de droit, un déni de recours, comme ça existe d'ailleurs sur les prestations sociales aussi, donc déni de recours et en même temps irréalisme par rapport à cette question juridique. Je termine rapidement, Philippe, pour dire que, au fond, donc, la question qui est posée, c'est à la fois une question sur le réalisme, sur la question des valeurs, est-ce que nous voulons que la France reste un pays d'hospitalité, mais aussi une question sur la droitisation et la lepénisation des esprits, comme l'avait dit Robert Badinter il y a maintenant une quinzaine d'années. Est-ce que nous sommes dans une situation où la question migratoire doit aujourd'hui être envisagée exclusivement comme un poids, un boulet qui pèse sur la vie politique, ou ne doit-on pas continuer à penser que parfois la migration est une chance ? Nicolas Bavrez. Cette loi, elle illustre le vieil adage selon lequel trop de lois tue la loi. Il est vrai qu'elle est inutile juridiquement et puis qu'elle est dangereuse politiquement. Quand on regarde le point de vue du droit, ça a été rappelé, c'est vraiment beaucoup de bruit pour presque rien. C'est-à-dire que il y a quelques mesures à la marge sur les problèmes de durée de rétention, d'astreinte à domicile, les possibilités pour les réfugiés de travailler. Et c'est tellement vrai que c'était
pas indispensable, que on voit que à force de légiférer dans le chaos et de fait sous la pression de l'opinion publique, tout ça vibrionne et qu'on dit tout et son contraire en l'espace de quelques semaines, puisqu'il y a 2 dispositions qui avaient été votées le 20 mars 2018, qui étaient sur les délais de recours contre les décisions de transfert et puis sur les visites domiciliaires. Donc des dispositions qui ont été votées le 20 mars 2018 et qui sont déjà corrigées à peine un mois plus tard. Donc, comme il a été dit, sur l'asile et l'immigration, on en est pratiquement aujourd'hui à une vingtaine de lois depuis 1970. Les 2 lois du 7 mars 2016 et du 20 juillet 2015 ne sont toujours pas appliquées. Et c'est un peu comme en matière de terrorisme, c'est-à-dire que les gouvernements naviguent en fonction de ce qu'ils estiment être d'ailleurs les préoccupations de l'opinion et sans stratégie véritable. Donc, un texte qui n'était pas utile d'un point de vue juridique et en revanche, la mécanique... Le piège politique fonctionne à plein. Donc, pour la première fois, on a eu une fissure idéologique, politique au sein de La République En Marche et du groupe parlementaire. De l'autre côté, ça a été un prétexte, un début de rapprochement entre les Républicains et le Front National. La Macronie s'est un peu plus coupée, effectivement, de la société civile. Donc, finalement, il y a quand même une part de vertu, c'est-à-dire que, à se croire habiles, les gouvernements qui jouent avec l'asile et l'immigration, finalement, se font toujours du mal à eux-mêmes. Et la dernière leçon, c'est vraiment sur ce qui concerne la loi, c'est-à-dire que on ne doit pas faire de loi pour l'opinion publique. Les lois, elles sont faites pour construire donc des normes utiles et si possible à peu près soutenables, durables et applicables, alors que dans les dernières années, on a une multiplication de dispositions qu'on ne peut pas appliquer. Et donc, ce qui manque vraiment en matière d'asile et d'immigration, c'est 2 choses. Une stratégie claire pour la France qui soit une stratégie évidemment d'ouverte et d'accueil pour des réfugiés, pour des immigrés dans des conditions qui soient clarifiées. Et à l'inverse, le fait d'appliquer que les gens qui sont déboutés doivent partir du territoire. Et ces décisions doivent être appliquées. C'est fondamental pour l'état de droit. La deuxième chose qui est très importante, c'est que on n'a pas plus de stratégie pour l'Europe. Et donc aujourd'hui, on a une diversité des situations en matière d'asile et d'immigration. On a cette histoire des Dublinés qu'on est censé renvoyer dans le pays où ils ont fait la première demande et tout ceci est fictif puisque les gens reviennent extrêmement vite. Et on doit par ailleurs, l'Europe ne peut pas rester un espace de libre circulation sans contrôler ses frontières extérieures. Donc ça, c'est une demande fondamentale des citoyens et ils ont raison. Il n'y a pas d'espace, de même qu'on a construit une monnaie unique qui était insoutenable avec ce qui figurait dans le traité de Maastricht, on a construit un espace de Schengen qui est insoutenable tant qu'on n'aura pas un contrôle effectif des frontières extérieures. François Bujon de l'Étang. Oui, moi je vais abonder dans le sens de Nicolas Bavrez. Tout ce qu'il dit sur Schengen et sur la dimension européenne est absolument fondé. Partir d'une constatation désabusée, c'est qu'il n'y a pas de sujet malheureusement plus chargé d'a priori et d'idéologie que le sujet d'immigration auquel malheureusement, est agrégé celui du droit d'asile. Je dis malheureusement parce que c'est pas le même sujet finalement. Le sujet de l'immigration en général, et de savoir quelle immigration l'on veut, combien d'immigration l'on veut et dans quelles conditions, est un sujet en soi. Le sujet de l'asile en est un autre au fond. Il ne devrait pas être agrégé au thème général de l'immigration. Le droit d'asile est un sujet en soi. L'asile est un devoir sacré, c'est quelque chose de sacré, c'est un devoir moral. Il est d'ailleurs prescrit et garanti par des conventions internationales. Et le rapprocher du thème hyperchargé de l'immigration le pollue inévitablement. C'est ce qui s'est passé avec ce texte. La charge idéologique est très forte sur ces sujets, bien entendu. L'excès de rigueur, d'un côté, choque profondément les consciences, et d'un autre côté, l'excès d'humanité fait évidemment le lit de l'extrémisme
et du populisme qui s'en nourrissent. Or, le projet de loi de M. Collomb poursuivait des objectifs qui étaient, dans l'ensemble, estimables, mais qui étaient très difficilement conciliables. Que voulait-il ? Il voulait réduire le délai de réponse aux demandeurs d'asile, qui est de 11 mois pour l'instant, et le ramener aux environs de 6 mois. Il voulait renforcer les droits des réfugiés, demandeurs d'asile, et il voulait permettre davantage de reconduite à la frontière de demandeurs qui ont été déboutés, tout ceci est parfaitement compréhensible, mais en cherchant à poursuivre ces différents sujets et donc à chevaucher une ligne de crête entre les considérations, je dirais, humanitaires et les considérations d'état de droit qui appellent à davantage de rigueur, il a mécontenté tout le monde. Il a mécontenté les juristes du Conseil d'État qui trouvent que c'était un texte inutile, puisque le précédent projet de loi avait à peine 2 ans et n'était en effet pas encore complètement appliqué. Il a indisposé tous les gens qui donnent la préséance à des considérations humanitaires et qui ont trouvé que c'était un texte injuste, et tous ceux qui trouvent qu'il y a trop d'immigration et qui ont donc trouvé que c'était un texte insuffisant. Ça a fait des ravages, en effet, au sein de la majorité de la République En Marche, puisque non seulement il y a eu des abstentions, mais il y a eu une centaine d'absents qui étaient fort heureux de ne pas pouvoir être présents, me semble-t-il. Alors, cet exercice très difficile se concentrait en fait, je reviens sur ce que Lucile disait, sur le texte exact du titre de la loi. Ce n'est pas une loi sur l'asile et l'immigration, c'est en réalité une loi sur l'application du droit d'asile et sur l'immigration illégale. C'est de cela qu'il s'agit. Personne ne parle de l'immigration légale dans cette loi. Et c'est le grand sujet qui est au cœur de toutes les préoccupations des opinions publiques de tous les pays d'Europe. Si on suit ce qui s'est passé récemment dans les élections allemandes, italiennes, autrichiennes, on voit que les gens parlent du droit d'asile et s'en préoccupent, certes, mais ils se focalisent sur l'immigration, sur l'ampleur de la vague migratoire. Et le problème de l'immigration légale reste un problème entier auquel, jusqu'à présent, le président de la République et le gouvernement ne se sont pas attaqués. Alors, c'est ennuyeux parce que ça laisse le monopole de ce sujet aux partis de l'opposition. Les Républicains, par exemple, viennent de déposer une batterie de propositions qui sont souvent assez proches de ce que recommande de son côté le Front National, mais qui portent sur des vrais sujets que tôt ou tard, il va bien falloir traiter. Quel plafond annuel se fixe-t-on pour l'immigration, si on décide de s'en fixer un ? Comment fait-on si on veut effectuer un choix qualitatif et si on veut faire une immigration choisie? Est-ce qu'on fait des quotas socio-professionnels? Est-ce qu'on fait, comme l'ont fait les Canadiens, des objectifs chiffrés pour des catégories socio-professionnelles? Qu'est-ce qu'on fait du droit du sol, qui est un des tabous qui est évidemment soulevé chaque fois que l'on parle non seulement de l'immigration, mais d'un certain nombre de problèmes ponctuels outre-mer, comme en Guyane ou comme à Mayotte. Tout ce sujet est vierge pour l'instant, finalement, d'un vrai travail législatif ou d'un vrai dialogue politique. Et c'est d'autant plus paradoxal, Philippe, je termine par cela, que ça va être un thème dominant dans les élections européennes de 2019. À travers l'ensemble de l'Europe, ce thème général de l'immigration va être au cœur des campagnes dans les différents pays. Lucile Schmitt. Oui, plusieurs choses. Par rapport à ce que vient de dire François, ce qui est très intéressant, c'est sur la question migratoire, il y a effectivement ce qu'on dit devant le Parlement, et puis il y a la réalité de la pratique. Par exemple, nous n'avons pas de politique de quotas en matière migratoire, mais de très longue date, moi je me suis occupée de ces sujets, les informaticiens étrangers peuvent venir en France parce qu'il y a une pénurie d'informaticiens qualifiés dans un certain nombre de secteurs. De très longue date, lorsqu'on veut recruter un cadre supérieur étranger, y compris s'il n'est pas européen, on peut le faire. Donc il y a la réalité d'une immigration professionnelle qualifiée qui existe. Et puis il y a aussi, rappelons-le, beaucoup d'étrangers qui travaillent dans des domaines non qualifiés sur lesquels les Français n'ont pas envie de travailler, comme par exemple le secteur de la propreté, la gestion des déchets, etc. Et très souvent, ce sont des étrangers sans papier. Donc il y a tout un sujet sur la régularisation qui existe et qui l'opinion publique perçoit en fait les sujets secrets de l'immigration et elle voit un théâtre législatif sur lequel on prétend prendre des textes qui seront efficaces
mais qui en fait n'ont pas de prise réelle sur la réalité des destins, que ce soit les migrants très qualifiés. D'ailleurs, Cédric Villani, une des figures de La République En Marche, a voté la loi, mais a dit « Mais n'oublions pas que la question des chercheurs étrangers et la façon dont ils veulent venir en France est posée. » Je rappelle que là-dessus, Emmanuel Macron avait dit il y a quelques mois, au moment où Trump disait qu'il sortait de l'accord de Paris, « Venez aux chercheurs américains, venez en France, nous vous accueillerons à bras ouverts. » Donc il y a toute une série de contradictions à la fois sur le principe, la philosophie et la réalité des destins humains. C'est un point essentiel. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que quand Jacques Toubon, défenseur des droits, dit au fond cette loi va contre le principe de la défense contradictoire, de la capacité, dans un état de droit, dans le fonctionnement d'un système de justice, à ce que chacun puisse défendre ses droits, le principe du contradictoire, c'est quelque chose d'important parce qu'il dit de manière très forte, l'état du droit des étrangers nous dit quelque chose sur l'état du droit dans un pays. Et je rappellerai que sur la question du droit de recours, par exemple, le principe général, c'est qu'il y a 2 mois pour faire recours, et là, on nous met 15 jours pour un demandeur d'asile, comme vous le rappeliez, François. La Convention de Genève, le droit d'asile, c'est un droit international sur lequel la France s'est souvent targuée d'être en avance, parce qu'elle est la patrie des droits de l'homme. Donc on est sur quelque chose qui est très limite en termes à la fois d'image de la France, on parle beaucoup d'image de la France dans cette émission, et en termes juridiques. Donc ça, c'est un point qui me semble essentiel. Et je voudrais revenir sur la question du réalisme, parce que on peut prétendre vouloir être réaliste, comme le titre de la loi le dit, et on peut dérouler une loi qui n'est pas réaliste. Il faut apprendre à faire la loi différemment en France, il faut apprendre à écouter ceux qui connaissent les situations, les associations, les ONG, et pas seulement demander à des services, quelque part, de défendre un point de vue idéologique en se disant comme ça, on sera au milieu entre ce que défend la droite et ce que défend la gauche, des belles âmes. Et au fond, faire des textes qui influent sur la réalité. Et là-dessus, je pense que ce qui est très intéressant, c'est que par exemple, le Secours catholique nous dit des choses à la fois très fortes sur le plan des valeurs, mais aussi très fortes sur la réalité des personnes et le destin auquel ils sont confrontés. Le regroupement familial, ceux qui arrivent ici et qui ne pourront pas être expulsés. Il ne faut pas s'inventer le fait qu'on va passer de 18% de reconduite à la frontière à 55% parce qu'on augmente la durée de rétention. Ça, c'est dit d'une manière extrêmement forte. On retiendra les gens davantage, on sera contesté devant la Cour européenne des droits de l'homme et on aura toujours autant de déboutés sur le territoire français. Donc là-dessus, je crois qu'il y a un pétard qui a été allumé par le gouvernement. Je terminerai juste en disant une chose, c'est que je regardais les images des députés de La République En Marche en train de faire des selfies à l'Assemblée nationale parce qu'ils étaient extrêmement contents du fait d'avoir maintenu la cohésion apparente de leur groupe. Je trouve ça insupportable. Je pense que nous avons besoin de représentants de la nation qui comprennent quels textes ont une portée humaine, et je pense qu'il y a un moment où il faut comprendre que lorsqu'on veut être un représentant du peuple, il faut aussi savoir hiérarchiser les sujets et se comporter correctement. On ne fait pas des selfies à l'Assemblée nationale quand on vient de voter une loi aussi réactionnaire. Il y a quelque chose dans la manière générale de procéder d'Emmanuel Macron qui me fait penser à ce livre de Michel Crozier, le sociologue disparu il y a quelques années. Le livre s'intitulait « On ne change pas une société par décret ». Et je dis ça en référence à ce que vient de dire Lucile sur la nécessité de laisser la réalité remonter à travers ceux qui en sont les acteurs ou en sont les témoins, non pas nécessairement pour faire ce qu'ils disent, parce que quelquefois le fait d'avoir le nez sur quelque chose ne donne pas la distance nécessaire à une bonne analyse, mais l'information reste nécessaire et même indispensable, d'autant plus que nous sommes dans un pays dans lequel la presse n'a pas cette tradition du reportage. Loin s'en faut. Le reporter, sauf s'il se met des plumes dans le derrière et qu'il s'appelle grand reporter, ce qui en général ne signifie strictement rien de particulier, mais le reporter n'est pas du tout le seigneur des rédactions. Le seigneur de rédaction, c'est l'éditorialiste. Le reporter, c'est vraiment quelqu'un, et je connais quelques exemples qui montrent ça admirablement, et notamment celui d'un journaliste qui avait une puissante formation universitaire, et même au-delà, et qui, entrant dans un journal, avait fait d'une part des articles d'analyse et d'autre part, sous un pseudonyme, des reportages. Et quand un autre journaliste l'a démasqué involontairement, il n'y avait d'ailleurs pas de honte à ça, mais il était tellement stupéfait qu'il lui dit mais comment, mais tu vas finir par faire les commissariats, ce qui paraissait le comble de la honte journalistique. Je vous remercie de cette émission. J'ai quelques autres nouvelles que je n'ai pas données tout à l'heure. Donc, nous faisons 9 émissions thématiques cet été.
Les auditeurs qui le souhaitaient ont été invités dans notre lettre d'information à faire des suggestions. Ils ont été nombreux et les suggestions étaient nombreuses, quelquefois très inattendues, très pittoresques ou très minoritaires. Au demeurant, nous n'avons pas décidé de faire un système entièrement bottom-up, comme dirait le président de la République, à qui je reproche de ne pas parler l'anglais avec l'accent français. Je trouve que c'est tellement mieux perçu, François, par les Américains. L'accent de Maurice Chevalier, voilà, c'est idéal. C'est celui qui plaît le plus aux Américains. Yes, he's the one who pleases most. On a d'ailleurs constaté dans les tweets qui suivaient son intervention, qui accompagnaient son intervention au Congrès, qu'on passait de l'adulation épectasique à la mauvaise foi la plus hostile, du genre oui, peut-être il parle bien anglais, mais il ne met pas tout à fait l'accent là tonique là où il faut. Mais Philippe, si vous permettez, il y a encore mieux que l'accent de Maurice Chevalier. Quand j'étais ambassadeur à Washington, beaucoup d'Américains me parlaient d'un de mes lointains prédécesseurs d'après-guerre qui s'appelait Henri Bonnet et qui venait du Lot, mais qui, lui, traduisait directement en anglais les expressions françaises les plus idiomatiques. Quand on lui disait, par exemple, merci, thank you, il répondait there is nothing of what, ce qui était une assez... Et chaque fois qu'on évoquait Henri Bonnet, on disait ah, there is nothing of what. Il appelait également tout le monde my old rabbit, ce que Emmanuel Macron n'a pas essayé avec Donald Trump. Donc je reprends, merci François, les quelques nouvelles de cette prochaine série d'émissions thématiques. Manifestement, l'intérêt pour les pays étrangers vient en tête et je crois pouvoir vous révéler que au moins la Russie et l'Inde, par exemple, et aussi les rapports entre la Chine et l'Afrique. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves que je vais ouvrir à la demande générale en recommandant un livre coédité par Actes Sud et l'Institut Lumière, qui a 2 préfaces, l'une de Clint Eastwood et l'autre de Bertrand Tavernier. Le livre s'intitule Mr. Everywhere et ce sont des entretiens de Pierre Rissian avec Samuel Blumenfeld, le journaliste du Monde. Pierre Rissian est un personnage tout à fait étonnant, atypique, je n'en connais aucun autre. C'est l'homme le plus anticlérical que je connaisse, non pas au sens contre les prêtres d'une religion quelconque, mais contre les clercs en général, contre la façon de penser en bande, en groupe, en banc, comme les poissons. C'est un homme qui se fait son opinion lui-même et qui est tout à fait capable d'avoir des opinions qui varient avec les années ou en voyant un film et en revoyant un autre. Vous avez compris que c'est un cinéphile majeur, tout à fait reconnu à travers le monde et notamment aux États-Unis. Et ce parcours de cinéphile qu'il raconte dans ses entretiens est extrêmement intéressant, d'autant plus intéressant qu'il ne mâche pas ses mots et qu'il exprime ses opinions avec une nette fermeté. Nicolas Bavrez. Je voulais rendre hommage, dans la continuité de ce qui a été dit, mais aux journalistes, en fait. Et au quatrième pouvoir. Quatrième pouvoir, c'est Honoré de Balzac qui a inventé cette expression. Pourquoi ? Parce que il en disait c'est pas vrai du bien. Très souvent, aujourd'hui, il y a des travers, voire des ridicules de cette profession, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu autant de journalistes tués ou emprisonnés, et y compris dans le monde développé, et y compris en Europe. Il suffit de regarder ce qui s'est passé à Malte ou en Slovaquie. Or, aujourd'hui, il y a 2 choses qui sont intéressantes. On a parlé des États-Unis. Finalement, la seule bonne nouvelle de Trump, c'est que le système des contre-pouvoirs aux États-Unis résiste, qu'il s'agisse de la justice ou des médias. On parle aussi beaucoup des fake news. Je ne crois pas du tout, on a parlé des lois inutiles. Si on doit faire des lois sur les fake news, ce seront des lois inutiles. La seule vraie garantie, c'est d'avoir des journalistes et des médias qui font leur travail et des citoyens éveillés. Lucille Schmitt. Alors moi, je voulais vous parler d'un roman qui vient de paraître aux éditions Rivage et qui s'appelle « Ce qui nous guette ». Vous êtes déjà très inquiet alors que je dis ça. C'est un roman, en fait, de Laurent Quintreau et qui raconte des scénettes, quelques scénettes sur ces moments dans notre vie où nous perdons le contrôle. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train d'animer une conférence ou vous participez d'ailleurs à une émission de radio. Et puis finalement, vous vous mettez à raconter n'importe quoi devant le micro et au lieu de vous sentir coupable, vous éclatez de rire. C'est un petit peu ce qui arrive à une des jeunes femmes dans ce roman. Vous n'êtes pas obligé de raconter ma vie à tout le monde. Cher Philippe. Et donc, dans ce roman, en tout cas, à un moment, une jeune femme qui anime une conférence extrêmement intéressante et avec une salle pleine devant elle, éclate de rire parce que son invité prestigieux, au lieu de s'asseoir dans le bon siège, s'assied par terre. Il y a une autre scénette extrêmement drôle, si je puis dire. Vous êtes un jeune père divorcé, vous mettez votre enfant au train, vous êtes avec lui, et puis brusquement, le train, vous restez sur le quai et votre enfant part tout seul. C'est un moment d'angoisse inextinguible.
Et le roman, en fait, de Laurent Quintreau se termine par l'entrée dans la science-fiction. Il montre comment est-ce qu'on pourrait résoudre cette question, par exemple en nous clonant de nouveaux cerveaux. Mais attention, quand on nous clone de nouvelles consciences, il peut nous arriver autre chose, devenir autre chose qu'un être humain. Je trouve que c'est un roman assez extraordinaire. Merci François Bujon de l'Étang. Je voudrais dire un mot du livre de Michel Vinocq, publié chez Gallimard dans la collection L'Esprit de la Cité, qui s'intitule Décadence fin de siècle. C'est un livre remarquable qui fait suite à des livres précédents de Michel Vinocq et qui analyse l'esprit décadent de la fin du 19e siècle. Évidemment, il ne s'agit pas d'une autre, mais du 19e siècle. Et il passe en revue tous les symptômes de la décadence, de la dissolution des mœurs, de la déchristianisation, de la déstructuration d'une société, à travers un certain nombre de grands écrivains comme Léon Bloy, comme Huysmans, par exemple, de façon extrêmement intéressante, puisque cela permet de passer en revue les peurs, les angoisses, les découragements qui marquent une société à l'approche d'un changement de siècle. Et il y a tant et tant d'échos entre ce que les gens pensaient ou craignaient à la fin du 19e siècle et ceux que craignent nos contemporains, que cette analyse de la décadence et de la fin de siècle revêt paradoxalement une actualité tout à fait extraordinaire. Le livre est très passionnant et j'en recommande vivement la lecture. Ça n'est pas pour me vanter, mais non seulement Michel Vinocq est un écrivain historien remarquable, mais il a été mon professeur quand j'étais en terminale, et je peux vous dire que c'était aussi un professeur tout à fait remarquable. Nous approchons maintenant la fin de cette émission. Abonnez-vous, faites s'abonner autour de vous. Merci de nous avoir envoyé vos suggestions pour les thématiques. J'en dirai quelques mots la semaine prochaine, mais en tout cas, ce qui se dessine dans vos souhaits, c'est beaucoup de sujets concernant des pays étrangers. C'était donc Le Nouvel Esprit Public, une émission préparée avec Valentin Petit et les élèves de l'école alsacienne. C'est Nicolas Tourneau qui assure la gestion du site de l'émission. C'est l'arrière-boutique qui en assure l'enregistrement, avec aujourd'hui aux manettes Benoît Védrenne, et c'est Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui nous produisent. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle édition de ce Nouvel Esprit Public.